va maintenant étudier ensemble la composition d'un test unitaire. Alors, qu'est-ce que la définition technique d'un test unitaire? C'est tout simplement un morceau de code qui va exécuter une unité de production et vérifier s'il est conforme à nos attentes. Et cela en étant isolé des autres tests. En fait, le terme unitaire a plusieurs significations. C'est d'une part pour dire que l'on va tester une unité de code de production et d'autre part pour dire que l'on va tester quelque chose en étant isolé des autres tests. On verra ça plus tard lorsque l'on parlera des dépendances, que cela signifie d'être isolé des autres tests. Alors que signifie unité en l'occurrence? Ça peut être une fonction, une classe ou un module. Et ce que l'on va tester dans un test spécifique, on va l'appeler ça le system under test, le SUT. Donc du coup, différents tests vont avoir différents systèmes under test, vont exercer pardon, différents systèmes under test. Donc ça peut être une fonction, ça peut être une classe, ça peut être un ensemble de fonctions ou un ensemble de classes, ça peut être un module en entier. Donc du coup, on peut tester, différentes choses, voire parfois tester la même chose à différentes couches. Si par exemple on teste un module, inévitablement on va aussi tester la classe qu'il y a sous le module. Si on teste une classe, peut-être qu'on va tester les fonctions qu'il y a, sous la classe, les fonctions qui sont externes, bien évidemment, ou tout simplement les fonctions, privées, publiques de la classe. Par effet de cause, en fait, parce que l'on va tester l'ensemble de la classe ou que l'on va tester l'ensemble du module. Donc du coup, cela va représenter le système under test et différents tests vont avoir différents systèmes under test. Donc on va voir ensemble maintenant de quoi est composé un test unitaire. En termes simples, il y a un point d'entrée et plusieurs points de sortie. Donc du coup, le point d'entrée, ça va être la façon dont on va exercer le système, exercer l'unité de travail. En général, c'est tout simplement l'invocation d'une fonction. Ça peut être l'envoi d'une requête si on fait un test d'intégration, par exemple, un test un peu extérieur que l'on va tester une API. Ça va être l'envoi d'une commande aussi, par exemple, si on est sur un système de microservices. C'est toutes les façons que l'on a d'invoquer le système under test. Et ce jargon-là, il n'est pas spécifique, vu que j'ai mentionné test unitaire, il n'est pas spécifique au test unitaire. C'est un jargon qui est assez général. Donc du coup, on a un seul point d'entrée, la façon dont on va invoquer la fonction, et un ou plusieurs points de sortie. En général, on a au moins un, sinon c'est tout simplement pas testable. Et ces points de sortie, il y en a de différents types. Il y a le return value based, qu'on appelle le direct output. C'est tout simplement la valeur de retour qui va sortir de notre système under test. Donc si on fait une simple invocation de fonction, ça va tout simplement être la valeur de sortie de la fonction. On a le state-based indirect output. Ça va être le comportement, la modification du système en place. C'est-à-dire que si on est par exemple en train de tester une classe et que dans cette classe-là, on va invoquer une fonction qui va ajouter un élément dans un tableau, et bien le state-based point de sortie, c'est de vérifier qu'un élément a été ajouté dans ce tableau. Donc ce n'est pas la valeur de sortie de la fonction, c'est la vérification d'un des membres de la classe, par exemple. Il y a différentes façons de faire du state-based. Ça peut être, comme je viens de le dire, tester un attribut d'une classe, ou ça peut être, si on est dans un langage de programmation procédural ou qui permet en tout cas de faire du procédural, de vérifier la modification de variables globales, par exemple, ou de variables statiques, ou de singleton, si on est sur du PO ou pas tout à fait PO. On a des singletons, donc du coup, on a une classe qui est disponible généralement à l'ensemble du code. On peut tester via du state base, s'assurer que ce singleton-là a bien été modifié. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le behavior based. Ce n'est ni du direct output, c'est ni du indirect output. C'est lorsque l'on utilise des mocks. C'est assez spécifique, c'est qu'on va pas vraiment tester le comportement, observable du système. On va tester comment est-ce que le système va faire ses appels de fonctions, va faire ses appels de méthodes, en fait. On va vérifier que cette méthode-là a été appelée une fois ou 2 fois, que ces arguments-là ont été passés en paramètres et que lorsqu'on lui a filé, tels arguments de sortie, ben, il a réagi de cette façon-là. Donc c'est vraiment très insidieux et c'est un point de sortie que l'on veut éviter au maximum, sauf si on n'a vraiment pas le choix. Et donc du coup, voilà, ça, ce sont les 3 types de points de sortie. On va voir maintenant un exemple. Là, par exemple, on a une fonction qui s'appelle ship order. Donc cette fonction, elle va récupérer une commande par son ID. Elle va le ship, elle va le sauvegarder en base de données et elle va envoyer un email, en plus de retourner une réponse OK. Donc du coup, le point d'entrée, c'est tout simplement l'invocation de la fonction. Et en point de sortie, on a déjà premièrement la valeur de retour, donc du coup qui est return value based, donc la valeur de retour qui est sortie de la fonction. On a la sauvegarde en base de données. Donc du coup, là, c'est va être du plus du state based. En fait, c'est un petit peu spécifique. On va vérifier
un système extérieur, ça va pas exactement être le système, ça va pas être la valeur de retour de la fonction et en général, on va pas utiliser des mocks pour tester ce comportement-là. Donc du coup, c'est plus proche du state-based, du indirect output. On verra plus tard lorsqu'on utilisera des fakes, pour tester cette fonction-là unitairement. Mais si on ne la testait pas unitairement, qu'on la testait avec une vraie base de données, ce serait typiquement du state-based. On devrait faire une requête HTTP ou une requête, directement, en TCP ou UDP vers la base de données pour vérifier que la base de données a été modifiée. Et du coup, pareil, hein, pour le serveur d'email, hein, pour vérifier que l'email a bien été envoyé, si on a un serveur email qui le supporte, on va faire une requête HTTP vers le serveur email pour vérifier que voilà, là, dans les 5 dernières secondes, il y a un email qui a été envoyé qui contient ces informations-là. On aura donc du coup besoin de tester chaque point de sortie, c'est ce que je viens d'énoncer. C'est-à-dire qu'on va vérifier la valeur envoyée, qu'on a bien un OK qui sort. On va vérifier que l'objet a bien été enregistré en base de données. Et enfin, on va vérifier qu'un email a bien été envoyé. Donc comme je le disais, on a un test, on a un point d'entrée, c'est l'invocation de la fonction. Et on aura au moins un test par type de sortie. Donc on aura un test pour la valeur envoyée, un test pour l'enregistrement de l'objet en base de données et un test pour l'email envoyé. Et chaque test, donc, du coup, aura peut-être un, 2, 3, 5, 10 assertions au besoin pour le test. On aura trois tests différents. Lorsque l'on va lancer la commande de test, ça va exécuter au minimum trois tests juste pour ce cas-là. Donc juste pour cette fonction-là et juste pour le scénario de base. Et après, si on a plusieurs scénarios, par exemple, on veut vérifier lorsque tout se passe bien et qu'ensuite on veut vérifier lorsque, par exemple, le produit est en rupture de stock, on va avoir du coup 2 scénarios, un en rupture de stock, un qui fonctionne normalement. Pour chaque scénario, on va avoir 3 tests. Alors, il est impossible de parler des tests unitaires sans parler des dépendances. Et une dépendance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une classe ou une fonction dont notre code dépend pour accomplir sa tâche. Ça peut être différents types de dépendances. Il y en a qui sont implicites, il y en a qui sont explicites. Si par exemple vous utilisez la classe string qui est disponible par défaut dans tous les langages que je connais, même si ça fait partie du runtime, ça fait partie de l'environnement de développement, c'est une dépendance. Même si elle est implicite, ça reste une dépendance. En général, quand on parle de dépendance, ce qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, c'est par exemple lorsqu'on va dépendre d'une autre classe que l'on va injecter ou que l'on va directement invoquer. Ou ça va être par exemple une classe qui nous permet d'accéder à la base de données ou un service tiers ou une classe même directement utilisée telle quelle. Lorsqu'on instancie par exemple une classe user, on est dépendant de cette classe user. Donc c'est vraiment toute forme de dépendance qu'il y a à l'intérieur de notre code. Donc du coup, il y a 2 types de dépendances. Il y a les dépendances stables qui sont toujours disponibles, ne nécessitent aucun setup cleanup et sont rapides d'exécution. Donc c'est vraiment les 3 conditions nécessaires pour que la dépendance soit stable. En l'occurrence, c'est le cas par exemple de la classe string. Elle est toujours disponible, elle n'a pas besoin de setup cleanup et elle est très rapide d'exécution. Donc elle est testable unitairement. Et à l'opposé, il y a les dépendances volatiles, donc du coup qui introduisent un prérequis ou qui sont non déterministes, ou qui sont simplement lents. Il suffit d'un seul de ces 3 caractéristiques pour qu'une dépendance soit considérée comme volatile. Donc du coup, qui introduit un prérequis, ça peut être par exemple une base de données. Si on a un repository ou un ORM ou autre chose, un Active Record, peu importe, on va vouloir parler avec une base de données. Il va falloir mettre en place cette base de données avant l'exécution du test, la nettoyer, faire en sorte qu'elle contient la donnée que l'on veut pour éviter d'avoir des doublons ou d'avoir des erreurs qui ne concernent pas l'exécution du test en lui-même. Et il va falloir, après le test, bon, du coup, ben, éteindre cette base de données. Donc, du coup, ça, c'est un exemple de dépendance volatile. Il y a également la génération de nombres aléatoires ou la génération d'objets qui sont uniques à l'instant présent, comme par exemple la date. Lorsqu'on veut récupérer la date actuelle, c'est un élément qui n'est pas déterministe. À chaque fois que l'on va faire l'appel de la date, on va récupérer un nouvel objet. C'est assez difficile à tester. Ou alors le UUID ou n'importe quelle forme de génération de nombres aléatoires ou de chaînes de caractères aléatoires pour un code ou autre, bah, pareil, c'est non déterministe. Pour tester ce code-là, c'est assez compliqué. Il faut faire des tests un petit peu avec de la fuzzy logic, vérifier que la date soit dans une range spécifique. Ce qui est random en général, c'est même pas testable, il n'y a pas vraiment de façon de le tester. Ou enfin, simplement, un code, une classe qui soit très lent, genre par exemple un algorithme. Il m'est arrivé une fois de devoir faire des tests avec, l'algorithme Bcrypt par exemple, dont le but justement est d'être assez lent pour être difficile à craquer. Donc du coup, ça en général, ce n'est pas une très bonne chose à tester d'un point de vue, unitaire. Ça rend le test en fait plus lent. Donc du coup, voilà. Et en termes de dépendance, ben, on a déjà la dépendance de manière générale, c'est toute forme de dépendance, une librairie interne, une valeur spécifique, une classe ou une interface. Ou un collaborateur, donc un collaborateur, c'est une dépendance qui est spéciale.
C'est une dépendance qui régule l'accès à une ressource partagée. Donc du coup, ça peut être une base de données, un serveur email, et cetera. C'est assez important parce que du coup, le collaborateur n'est jamais la propriété de la classe qu'il va l'appeler. Donc c'est-à-dire que si par exemple, je mets en place, une base de données et que je vais avoir une classe, un service ou autre qui va vouloir insérer dans cette base de données-là, eh bien la classe que je vais utiliser pour insérer dans la base de données, que mon code va utiliser, que mon système under test va utiliser, cette classe-là sera un collaborateur. En général, ça va être un repository, par exemple. Et mon service, mon use case, va utiliser ce collaborateur. Et c'est important de noter ce terme de collaborateur parce qu'on en aura besoin lorsque l'on va parler des tests double, donc du coup de tout ce qui va être façon de substituer une dépendance qui est difficile à tester par une dépendance donc du coup qui sera beaucoup plus simple à tester, qui sera testable unitairement. À ce moment-là, on verra que ce sont souvent les collaborateurs que l'on devra remplacer. Mais ça, c'est le sujet d'une vidéo future. Donc, comment savoir si notre test est un test unitaire ou un test d'intégration? Bah, tout simplement, si toutes les dépendances de notre test sont stables, c'est-à-dire qu'on peut tous les tester de façon très très rapide, on a un test unitaire. Par contre, si la moindre de nos dépendances est volatile, si par exemple on doit setup une base de données ou un serveur email ou avoir un algorithme lent ou utiliser la date actuelle, ce sera nécessairement un test d'intégration, donc du coup ce sera un test beaucoup plus lent à lancer. Donc en l'occurrence, voici un exemple. Là, on a une fonction qui récupère, le prénom de l'utilisateur, donc du coup qui va l'algorithme est assez simple, on va séparer le prénom par un espace, on va récupérer la 1re entrée et donc du coup, ce code n'appelle aucune dépendance volatile, hein. Toutes les dépendances dont on a besoin, elles sont là, elles sont présentes, hein. On a juste la classe string dont on dépend, donc vu qu'on a un full name.split, hein. En JavaScript, full name, donc du coup, ça va être un string et donc du coup, on va juste appeler la méthode split de notre classe string qui est disponible tout le temps, ce qui fait que ce code-là est testable unitairement. Et on va voir un autre exemple, donc du coup, c'est l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, ship order. Donc là, on va récupérer un order par son ID, donc ça implique de contacter, une forme de source de données, certainement une base de données, vu qu'en dessous on a save in database, donc c'est une base de données. Et on a Notify Receiver by email. Donc du coup, c'est que l'on va envoyer également un email. Donc du coup, voilà, ce code appelle une base de données et un serveur d'envoi d'email. Donc du coup, pour le tester, il faudra faire appel à un test d'intégration parce qu'il va falloir setup cette base de données et setup ce serveur email. Mais on peut rendre ce test testable unitairement en remplaçant ces dépendances, donc du coup la base de données et le serveur email, par des substituts qui, eux, sont testables unitairement, les tests doubles. Donc du coup, les test doubles, ce sont des objets qui vont nous aider à rendre nos suites testables unitairement et ils vont se substituer aux dépendances volatiles, notamment le plus souvent aux collaborateurs. Ça ne sera pas toujours le cas, hein. Enfin, en fait, dans un test unitaire, on se substituera pardon, toujours à un collaborateur, mais il y aura des cas où on voudra aussi substituer les dépendances qui ne sont pas des collaborateurs, juste pour se concentrer sur un cas spécifique, juste pour se concentrer en fait sur la classe que l'on est en train de tester. Si on a une grosse arborescence de classes, par exemple, on a une classe qui est dépendante d'autres classes, et on a 10 classes qui sont impliquées. Sinon, on veut juste tester le comportement de cette classe-là spécifique, on va peut-être pas instancier les 10 classes qui sont derrière, ça rendrait le test très compliqué à mettre en place. Et donc du coup, ils peuvent rendre les tests plus compliqués s'ils sont mal utilisés. Les tests double sont malheureusement très souvent mal utilisés. On abuse souvent d'un type de test double, ce sont les mocks. Et l'inconvénient majeur de ces tests double, c'est qu'ils rendent les tests plus compliqués, en général, et que c'est aussi une des causes, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ne testent pas, parce que ça rend le test fragile et énormément couplé au code qui est testé. Donc du coup, voilà, le test double, c'est ce que l'on va utiliser, pour, tester un code qui va avoir des dépendances volatiles. On va substituer en fait ces dépendances volatiles par des dépendances qui seront testables unitairement, qui seront du coup stables. Donc quelles sont les qualités d'un bon test unitaire? Eh bien, premièrement, un bon test unitaire est très facile à lire. Donc, on peut lire le test assez facilement et savoir ce qu'il fait assez facilement. Il n'y a pas trop de bruit, il y a pas des conditions, des if, des else, des variables bizarres qui sont nommées de façon bizarre. Il se lit vraiment de haut en bas et en général, il y a très très peu de code dans un bon test unitaire. L'intention, donc, elle est simple à comprendre et le test en lui-même est automatique et répétable, donc c'est-à-dire que je peux le lancer 10 fois, 100 fois, 50 fois et toujours avoir le même résultat. Si le code ne change pas et que je lance mon test 100 fois, il doit fonctionner, quoi. Il doit être exécutable en un clic, donc en un seul appui de bouton, voire si vous utilisez, certains logiciels qui sont intégrés directement dans l'IDE, vous pouvez avoir les tests qui se lancent automatiquement dès que le code est modifié. Donc ils doivent être très rapides, hein.
C'est la caractéristique principale d'un bon test unitaire, c'est d'être extrêmement rapide, en millisecondes, voire en secondes lorsqu'on a des centaines, voire des plusieurs centaines, voire des milliers de tests unitaires. Ça doit s'exécuter vraiment très, très rapidement. Moi, en général, dans les tests que j'ai faits, il y avait, 300-400, tests unitaires à peu près. Ils sont passés en 4 secondes, donc doit être vraiment très rapide. Prévisible et déterministe, donc voilà, comme je le disais, hein, je dois pouvoir lancer 100 fois et avoir toujours le même résultat, hein. C'est pas un jet de dés, hein, je dois pas avoir de l'aléatoire dans mes tests, hein. Tant que le test ne bouge pas et que le code ne bouge pas, je peux le lancer 1 million de fois, ça doit toujours fonctionner. Donc il fonctionne entièrement en RAM, j'ai pas besoin de lancer, le système de fichiers, d'avoir une base de données et cetera. Sinon là, on rentre dans les tests, d'intégration. Je dois pouvoir lancer mon test entièrement en RAM. Il doit être synchrone et séquentiel. Donc synchrone, c'est-à-dire que je dois pas avoir de processus asynchrone comme par exemple des threads ou des délais ou si on est sur de Nest.js, on a ce qu'on appelle une event loop. Donc du coup, je dois pas avoir, une attente de 10, 15, 20 millisecondes pour pouvoir vérifier que mon test a bien fonctionné et séquentiel, donc du coup, il s'exécute de A à Z, hein. J'ai pas à vérifier, faire d'appel de fonctions qui me disent: «Je dois attendre tant de secondes», une fois de plus, pour, m'assurer que le résultat que je veux avoir est bien là, que telle entrée a bien été modifiée au bout de 2-3 secondes et cetera. On veut vraiment éviter d'avoir des notions de temporalité, pardon, dans un test unitaire. Il y a toujours un moyen, en tout cas, de supprimer cette notion de temporalité pour faire qu'un un code qui dépend de cette temporalité soit testable unitairement. Et enfin, entièrement isolé des autres tests, comme je disais tout à l'heure aussi, entièrement parallélisable. Je dois pouvoir, lancer, 10, 15, 20 tests. Si j'ai énormément de CPU, je dois pouvoir lancer autant de tests que j'ai de CPU, en fait, tout simplement. Je dois pouvoir en lancer 8, 16, 32 et cetera, en parallèle, sans que les uns influencent les autres et c'est vraiment ça la définition de unitaire aussi pour certaines personnes. C'est isolé, donc unitaire, isolé les uns des autres. Je dois pouvoir lancer 32 tests qui doivent pouvoir être, fonctionnels en parallèle. D'où la raison pour laquelle ça doit fonctionner entièrement en RAM. En général, les tests qui fonctionnent en RAM ne partagent pas de données tant qu'il n'y a pas de variable globale impliquée. Donc du coup, à tout l'intérêt d'avoir des tests, pardon, entièrement isolés des autres tests et qu'ils soient parallélisables et donc du coup, c'est ce qui nous permet d'avoir des tests très rapides. Donc voilà quelles sont toutes les caractéristiques, je ne crois pas les avoir mentionnées toutes, mais il y en a déjà pas mal, ce sont les plus importantes, d'un bon test unitaire. Maintenant qu'on a vu les qualités d'un bon test unitaire et qu'on a parlé à la fois des tests unitaires et des tests d'intégration, il convient de définir véritablement ce qui constitue un test d'intégration. Donc un test d'intégration, déjà premièrement, ça nécessite du setup et du cleanup. Donc dès qu'un test a besoin que l'on fasse un setup et un cleanup, il y a de fortes chances que ce soit un test d'intégration. C'est pas toujours le cas, c'est peut-être pas là non plus la majorité des cas, mais c'est déjà un très bon indicateur, car tous les tests d'intégration ont besoin d'un setup et cleanup. Tous les tests d'intégration. Enfin presque tous, parce qu'en fait, ceux qui utilisent la date, par exemple, ou un algorithme qui est lent, n'en ont pas besoin, mais ça ne représente pas la grosse majorité des tests d'intégration. La grosse majorité des tests d'intégration vont tester un serveur tiers, un service tiers, une base de données et cetera. Donc du coup, quand on a du setup cleanup, il y a de grandes chances qu'on soit sur un test d'intégration. Donc voilà, qui utilise le réseau, le système de fichiers, le service tiers, donc des choses qui impliquent du setup cleanup et qui ont tendance à être un peu plus lents et un peu plus difficiles à mettre en place, un peu plus difficiles à tester. Si on utilise le réseau, par exemple, s'il y a une panne d'internet, le test va échouer, mais du coup, est-ce que c'est vraiment le test qui est mauvais ou est-ce que c'est tout simplement ponctuel? Parce que là, les circonstances ont amené le test à échouer. Donc du coup, c'est une autre raison, en fait, de faire échouer un test d'intégration, mais donc du coup, c'est ça qui constitue, un besoin, c'est ce qui définit le test d'intégration. Donc non parallélisable, donc un test d'intégration, vu qu'il a besoin d'utiliser une dépendance partagée, genre une base de données, puisque la base de données est partagée, lancer 10 tests en parallèle sur une base de données partagée, c'est très, très dangereux, surtout s'il y a 2, 3 tests, voire tous les tests qui vont utiliser la même table, qui vont écrire, modifier, lire et cetera. Ça rend très, très difficile l'utilisation d'une base de données, en fait. Donc du coup, en général, les tests d'intégration ne sont pas parallélisables. Sauf si vous avez la capacité, donc du coup, pour chaque test, de lancer une base de données par test ou un système de fichiers par test, un service tiers par test. Ce qui peut se faire si vous utilisez Docker, par exemple. Mais c'est assez difficile à mettre en place. En général, c'est extrêmement lent et en général, ça vaut pas le coup. Donc, en général, les tests d'intégration, tout simplement, on ne les parallélise pas, on les lance les uns à la suite des autres. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus lents à exécuter.
et qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en place, voire parfois impossibles, hein, lorsqu'on va tester, par exemple, un système qui n'est pas encore développé ou qui n'est pas disponible publiquement ou alors dont l'API ne nous permet pas de vérifier, que nos appels ont bien fonctionné. Par exemple, si on doit faire appel à une API tierce, on va insérer quelque chose dans leur système, on n'a aucun moyen de récupérer l'information de ce système-là. Ben, on peut pas faire le test d'intégration, tout simplement. On est obligé de passer par, ce qu'on appelle un fake, hein, un faux objet, une fausse classe, un faux service qui va imiter ce système-là que l'on ne peut pas tester et en général, dans ce cas-là, on revient sur un test unitaire qui est beaucoup plus rapide, mais on a moins de sécurité parce que, du coup, on ne peut pas s'assurer à 100 que notre, code à nous s'intègre bien avec, ce service tiers. Donc du coup, voilà, ils sont parfois non déterministes, hein, si on utilise, je sais pas moi, la date, si on crée un objet avec des dates, bah, à chaque fois que l'on va lancer un test, bah, on va utiliser la date actuelle. Donc du coup, il va falloir vérifier à peu près que la date actuelle fonctionne, voire tout simplement ne pas tester la date, de l'objet. Genre si par exemple, on est en train de faire une création d'utilisateur et qu'on va tester les informations de cet utilisateur en base de données, bah, on pourra difficilement, faire des assertions sur la date, quoi. C'est un peu compliqué. Ensuite, ben, du coup, un test d'intégration peut être asynchrone, hein, si on a du multithreading, par exemple, ou qu'on va faire des appels à une base de données, nécessairement, ça va être un appel asynchrone. Donc du coup, les tests d'intégration ont tendance à être asynchrones et ensuite toutes les assertions sont regroupées. Donc ça, c'est plus, une caractéristique qui découle de tous ces problèmes qui font que l'on va vouloir mettre en place le moins de tests d'intégration possible et regrouper au maximum les assertions. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y aura pas de 3 points de sortie, 3 tests d'intégration. C'est que pour chaque scénario, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, lorsque l'on passe une commande et que tout fonctionne ou scénario numéro 2 lorsque l'on passe une commande mais que l'objet est en rupture de stock, on va faire toutes les vérifications dans le même test. On va vérifier que l'entrée a bien été ajoutée en base de données, que le mail a bien été envoyé, et cetera. Mais tout sera dans le même test. Et là, ça va être des tests d'intégration. Donc, du coup, là, on va véritablement vérifier l'information de la base de données et vérifier véritablement le serveur email. Si le serveur email, une fois de plus, est testable. Si vous utilisez, par exemple, un serveur email qui a une API HTTP qui permet de récupérer les appels qui ont été faits, oui, c'est testable. Mais si c'est pas le cas, bah, du coup, vous ne pourrez pas tester ce système d'email-là. Donc, du coup, les tests d'intégration, d'une manière générale, on peut pas tout tester nécessairement, c'est beaucoup plus lent, ça implique pas mal de problèmes, mais c'est le seul moyen que l'on a de vérifier que notre système s'intègre bien, d'où le nom de test d'intégration, avec ces systèmes tiers, avec une base de données, avec une API tierce, avec le système de fichiers, et cetera, et cetera. Donc du coup, voilà tout ce qui qualifie un système d'intégration en opposition avec un test unitaire. En résumé, un test unitaire, c'est un test qui exécute une unité de production et vérifie sa conformité. Une unité de production, donc du coup, c'est une fonction, une classe ou un module. Ce que l'on appelle à l'intérieur du test, ce à quoi on fait référence sous le nom de SUT, System Under Test. Donc du coup, ce système Under Test a un seul point d'entrée et plusieurs points de sortie. Donc il y a trois façons de tester ces points de sortie. Il y a trois types de points de sortie. Il y a le Return Value Based, Direct Output. Donc du coup, c'est la valeur de sortie de la fonction, c'est vraiment le résultat de la fonction. Il y a le state-based indirect output. C'est lorsque l'on va tester d'autres systèmes pour vérifier comment eux ont évolué par rapport à l'appel de notre fonction. Donc ça peut être par exemple, si on est sur une classe, on va vérifier une des propriétés de la classe. Si on est sur une base de données ou un service tiers, on va vérifier que l'entrée a bien été insérée dans la base de données, etc. etc. Et enfin, il y a le behavior based, les mocks. Là, on va vérifier comment est-ce que le SUT va se comporter, comment est-ce qu'il va appeler telle fonction, quels sont les paramètres qu'il va passer à cette fonction-là, comment est-ce que notre système va réagir à tel type de sortie, etc., etc. Donc, du coup, ça, c'est du behavior based qui utilise les mocks, oui. Précisément les mocks, hein, qui sont un type de test double, je le rappelle, hein. Donc, du coup, voilà, une dépendance stable c'est testable unitairement, donc du coup, qui dit dépendance stable dit test unitaire. Par contre, qui dit dépendance volatile, donc du coup, dépendance difficile à mettre en place, ou une dépendance qui est lente, ce qui implique un setup cleanup, qui a un prérequis, ou qui est tout simplement non déterministe, donc du coup, qui utilise la date actuelle ou la génération d'un nombre random, un UUID ou autre. Donc du coup, ce sont des dépendances volatiles qui impliquent que la classe est testable uniquement via des tests d'intégration. Et enfin, les tests double, c'est la solution qui va rendre nos SUT testables unitairement. On va substituer les dépendances volatiles par des tests doubles. Donc du coup, à la fin, on aura uniquement des dépendances qui sont stables, parce que les tests doubles sont par définition des dépendances qui sont stables. Et on pourra du coup tester cette classe-là, comme n'importe quelle autre classe en fait, comme n'importe quel autre système,
de façon unitaire, justement en substituant ces dépendances par des tests doubles.